Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche sur RTI 1, le président Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Le chef de l'État a participé à la cérémonie d'ouverture du 62e sommet ordinaire de la CEDEAO à Abuja ce dimanche. La lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régime ainsi que le renforcement de la paix ont rythmé les échanges. Lutte contre l'insécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. À Dikodougou, dans le nord du pays, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a procédé au lancement de la récolte de maïs. Au moins 40 000 tonnes de production sont attendues cette année. Et puis, situation tragique dans la région de Bouaké. Au moins 5 enfants ont perdu la vie dans le village de Koka-Ankro. Un mal pernicieux les a emportés. 15 autres sont hospitalisés. Les autorités médicales se mobilisent pour tenter de comprendre les causes de leur décès. Voilà pour les titres. Après 48 heures au Nigeria, le président de la République a regagné Abidjan ce soir. À Abuja, le chef de l'État a participé au 62e sommet ordinaire de la CEDEAO, un sommet consacré essentiellement aux transitions politiques au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Guinée. Lors de la rencontre, le nouveau président de la commission de la CEDEAO a été investi. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboula. Quand il descend de son avion en provenance du Nigeria, il est environ 18h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui vient de participer au 62e sommet ordinaire de la CEDEAO, est accueilli par le vice-président de la République, Tiemoko Méliet Koné, le premier ministre Jérôme Patrick Achi, avec plusieurs autres membres du gouvernement. Pour en venir à la rencontre tenue dans la capitale nigériane, il s'agit, on peut le dire, d'une rencontre non moins attendue pour le président de la République, Alassane Ouattara, et ses pairs de la CEDEAO. Le 62e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ce dimanche 4 décembre 2022 à Abuja. Dans la capitale nigériane, le président de la République de Côte d'Ivoire et les autres dirigeants ouest-africains ont une fois de plus tenu à se retrouver pour plancher sur les situations politiques au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. C'est encore l'occasion pour le président Alassane Ouattara ainsi que ses homologues et des chefs de gouvernement de la CEDEAO de se faire fort d'agir en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ces trois pays qui vivent des transitions politiques à la suite des coups d'État militaires dont ils ont été respectivement l'objet. Outre la situation politique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, le rendez-vous d'Abuja a permis aux chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de procéder à l'investiture du nouveau président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du docteur Omar Touré, désigné lors du 61e sommet ordinaire de l'organisation sous-régionale tenu à Accra, au Ghana, en remplacement de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, actuel gouverneur de la BCEAO. En additif, il est bon de savoir que les autorités maliennes de la transition disposent désormais de moins d'un mois pour libérer les 46 soldats ivoiriens détenus par Bamako. Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO réunis en sommet ce dimanche à Abuja exigent leur libération avant le 1er janvier 2023. Rappelons que les militaires ivoiriens sont détenus depuis le mois de juillet 2022 à Bamako et l'organisation sous-régionale entend se donner les moyens de mettre fin à cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On se rend maintenant dans le nord du pays, je vous le disais en ouverture de cette édition, plus précisément à Dikodougou. Après 4 mois de culture, la localité vient de lancer sa récolte de maïs. Au moins 1500 hectares ont été consacrés à la production par la population. Un lancement effectué par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. Aux commandes de cette moissonneuse, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, donne le ton de la récolte de maïs à Ouamissionka, dans le département de Dikodougou. Visiblement heureux et applaudi par les autres cultivateurs, Kobena Kwasi Adjoumani n'est pas seul à savourer l'instant.
Zie Mamadou, qui a cultivé à lui seul sur 12 hectares, fait déjà des prévisions. Si il peut avoir 72 tonnes multipliées par 250, vraiment ça fait beaucoup d'argent. La mise en place de cette parcelle à travers une agriculture aux techniques modernes et totalement mécanisée est le fruit du travail de la CIPRA et ses producteurs affiliés. Ici, il y a 1500 hectares de maïs, dont 500 hectares réalisés par la communauté villageoise. Nous comptons investir l'équivalent de 20 milliards de francs CFA sur cette plantation industrielle. Avec les 1000 hectares plantés, nous sommes déjà la plus grande parcelle en un bloc en Côte d'Ivoire et dans la région. Pour parvenir à ce résultat, l'ANADER a joué un rôle important. Monsieur le ministre d'État, vous avez bien voulu retenir l'ANADER comme unité opérationnelle de mise en œuvre du PULGA volet vivrier. 9220 hectares de maïs qui ont été mis en place pour cette année 2022. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, revient sur le sens de la mise en œuvre de la présente politique du gouvernement qui vise la sécurité alimentaire. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu mettre à la disposition du ministère un fonds dénommé Fonds PULGA, qui est un programme d'urgence en soutien à nos producteurs. Aujourd'hui, le maïs va contribuer à la fabrique de pain et les parents ici, à cause du ravage du coton par les jacides, ont trouvé une culture de substitution. Ça permet aux parents, dans le cadre de la diversification agricole, d'avoir des moyens supplémentaires. Pour consolider les acquis de cette mécanisation agricole, le gouvernement a mis à disposition 325 matériels roulants, dont 13 tracteurs. Autre chose à présent, l'IPS Ségraeux va ouvrir ses portes à Odiéné avant la fin de l'année prochaine. Le projet de construction d'une agence a pris forme samedi avec la pose de la première pierre de l'édifice. Il s'agit pour l'institution de prévoyance sociale de se rapprocher des retraités des régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing. Notre reporter a aussi assisté à une cérémonie de remise de chèques aux jeunes. Mamadou Kouassi. Plus que 9 mois et 26 jours pour bâtir ce futur siège de l'UPS Ségraeux d'Odiéné. Et pour la pose de la première pierre, tous les fils et filles de la région y mettent la main. Preuve de leur solidarité et de leur union. Ainsi prend donc forme un rêve longtemps caressé par les retraités du district du Denguélé. Pour les petites prestations, un simple bulletin de pension, il fallait se déplacer. On allait à Daloa, on allait à Korogo, même à Abidjan. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec ce programme, ça va nous soulager. L'agence IPS Ségraeux d'Odiéné va constituer la 12e au plan national et s'inscrit dans la dynamique de rapprochement de l'institution de prévoyance sociale des populations, tout en soulageant les 4000 fonctionnaires en activité dans la zone. Votre agence sera une maison moderne, à la pointe de l'innovation et dotée de l'intégralité des prestations et services qui lui conférera son statut d'agence principale. Suffisamment autonome et outillée, elle saura répondre dans les meilleures conditions et délais à toutes vos préoccupations. Les cadres du district d'Enguélé voient la réalisation de ce projet un acte de renforcement des actions de développement de la région. C'est avec grande joie que nous accueillons ce projet et c'est l'opportunité pour moi de remercier le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour ses actions de développement en faveur de toute la Côte d'Ivoire, mais particulièrement Odiéné. Le ministre Adama Kamara se félicite de la concrétisation du projet cher aux seniors du Kabadougou, du Folon et du Bafing. Il invite par ailleurs les fonctionnaires à souscrire aux produits de l'IPS Ségraeux. J'exhorte donc les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire en activité qui ne l'ont pas encore fait à souscrire massivement à ce produit de sécurité sociale qui leur permettra de maintenir, voire d'améliorer leur pouvoir d'achat à la retraite en souscrivant à la complémentaire par capitalisation pour vous assurer 2 salaires à la fin de votre retraite. La seconde partie de cette rencontre
a été consacrée à la remise de chèques aux jeunes dans le cadre du PS-Gouv 2 à travers le projet d'insertion des personnes vulnérables PIPV et le projet de promotion de l'emploi décent. Plus de 300 jeunes sont bénéficiaires de ces projets dans les régions du Kabadougou et du Folon. On continue de parler de la fonction publique avec la rédaction de RTI 1 qui recevait ce dimanche le président du comité scientifique de la deuxième édition des journées de la fonction publique avec Hamza Diaby, Narcisse Sepieso, a dressé le bilan et abordé les objectifs de la rencontre. On l'écoute. L'administration ne produit pas de richesse. L'administration ne produit pas d'emploi. Mais l'administration catalyse l'ensemble des systèmes pour favoriser l'investissement qui, lui, crée la richesse, qui, lui, crée l'emploi. Nous avons donc souhaité et faire en sorte qu'au cours de ces journées, les fonctionnaires reprennent conscience davantage de leurs responsabilités dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, il faut que l'administration se transforme, se mette au diapason du développement industriel et donc se dote de nouveaux moyens, de nouvelles procédures de travail, mais également avec des agents qui soient conscients de cela. L'ambition, c'est aussi de faire en sorte que l'agent public comprenne que son action doit servir les générations futures, que son action doit servir à améliorer l'image de la Côte d'Ivoire, que son action doit toujours servir au progrès collectif. On parle maintenant de politique avec la section RHDP de la région de l'IFU qui se prépare pour les prochaines élections locales. Elle vient justement de désigner son candidat au cours d'une rencontre suivie par le président du Sénat. Jano Aosso-Kouadio en a profité pour appeler à l'union véritable des oufouettistes. C'est une correspondance de Léon Pro. Pour des échanges avec le président du Sénat, du reste membre du présidium de leur parti, secrétaires départementaux et personnels politiques de Daoukro, Mbayakro, Plikro et Ouélé mobilisés comme pour démontrer la bonne santé du RHDP dans la région de l'IFU. Sur présentation de Touré Moussouaré, porte-parole des secrétaires départementaux, Kwasi Jean-Claude, secrétaire exécutif national adjoint, chargé des élections, est aussitôt investi candidat du RHDP aux futures élections régionales dans le IFU. Je prends ici et maintenant l'engagement solennel d'accomplir cette mission avec abnégation, bien entendu avec l'ensemble des cadres de l'IFU. J'entreprendrai dès les premiers jours de la nouvelle année qui s'annonce une tournée de l'ensemble de l'IFU afin d'actualiser leurs besoins d'action du développement prioritaire. Quand il s'adresse aux responsables locaux du RHDP, le président du Sénat leur fixe les objectifs du parti. Il faut que tous nos militants soient inscrits nombreux sur la liste électorale parce que cette inscription dépendra de la victoire du RHDP. Mobiliser les jeunes majeurs, dépasser les objectifs qui vous ont été assignés par la direction du parti. Autre consigne du président du Sénat, unité, cohésion et paix autour des cadres et candidats du RHDP. La politique est faite pour rassembler. La politique est faite pour faire avancer les gens, transformer les mentalités vers ce qui est grand, ce qui est beau. En allant vers nos frères du PDCI parce qu'on a le même ADN. C'est ainsi qu'il y a eu appel de Daoukro. Donc je lance l'appel à nous remettre ensemble avec le PDCI-RDA. Toujours selon le président du Sénat, les arguments pour ravir la région de l'IFU sont légion, entre autres la promotion des cadres, le développement impulsé à cette région par le président du RHDP, le président Alassane Ouattara. Ici, les prochains chantiers annoncés concernent le CHR et l'université de Daoukro. Politique toujours, à quelques jours de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, le maire de la commune d'Abobo a échangé avec les leaders d'opinion. Kandia Camara a présenté les objectifs à atteindre pour la commune. Chefs communautaires, guides religieux, associations de jeunesse et corps de métier ont pris part à la rencontre. Un reportage de Frédéric Oulaï avec le commentaire de Franck Quadio. Salle de fête et esplanade de la mairie d'Abobo. Deux rencontres à l'agenda du premier magistrat. Kandia Camara échange successivement avec les leaders d'opinion, les chefs traditionnels, communautaires et les guides religieux. Ensuite, les responsables des corps de métier de la commune.
Ceux-ci sont sensibilisés sur l'importance de s'inscrire sur la liste électorale, un message que ces leaders entendent relayer. Nos jeunes gens, nos fils et filles qui ont l'âge de voter et de s'inscrire sur la liste puissent effectivement avoir leur nom, leur identité sur la liste électorale, mais aussi cette action participe du développement d'une commune. À partir d'aujourd'hui, toutes les sous-sections sauront que le maire nous a mis en contribution au travail et on va travailler. À quelques jours de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, face à ses administrés, Kandia Camara sonne la mobilisation. L'objectif affiché, 60 000 personnes à enrôler. L'objectif, c'était de galvaniser davantage, encourager les populations, surtout celles qui ne sont pas encore enrôlées, de le faire. Cela est important parce que c'est un acte citoyen, donc chaque citoyen doit pouvoir le faire. Mais cela aussi est important pour le développement de notre commune. Aujourd'hui, la commune d'Abobo compte plus de 15 000 inscrits depuis le démarrage de l'opération. Dans la commune de Yopougon, Adama Bictogo confie sa candidature municipale aux religieux. Après le représentant du COSIM, il a rencontré le président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo a aussi eu un entretien avec le clergé catholique de Yopougon. Le compte-rendu de Michel Ligré. Le candidat RHDP au municipal de Yopougon veut entamer cette mission à lui confiée par le chef de l'État sous le sceau de la spiritualité. Adama Bictogo multiplie les rencontres avec les guides religieux de la commune de Yopougon. Sa délégation a rendu une visite au président du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Je suis venu donc faire l'annonce de ma candidature à Yopougon, mais en même temps de confier aussi ma candidature au pasteur Dion Robert, au révérend, pour qu'il puisse m'accompagner dans ses prières. Parce que l'homme peut proposer, mais à la fin, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas toujours que un politicien recherche la couverture spirituelle. Et quand c'est fait, c'est vraiment émotionnel pour nous. Ça nous touche et nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu de ce que déjà, en présentant sa candidature, il montre qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Face au clergé catholique de Yopougon, Adama Bictogo est revenu sur les enjeux de ses rencontres avec les hommes religieux. Ils portent en eux des missions de rassembler les hommes. Et là, en particulier, de rassembler tous les Ivoiriens, toutes les familles ivoiriennes vivant à Yopougon. Or, c'est la mission première qui m'a été définie par le président Alassane Ouattara. Donc, ce sont des vecteurs de rassemblement, ce sont des vecteurs d'apaisement. Je voudrais donc que leur prière nous accompagne dans l'atteinte de ces objectifs, mais je souhaite aussi, par eux, atteindre ces objectifs de rassemblement des Ivoiriens pour que la fraternité ivoirienne soit agissante à Yopougon. Nous sommes heureux que nous puissions vivre en paix entre les religions en Côte d'Ivoire. Et s'il y a une question politique et qu'on vient nous voir, comme l'a si bien dit Son Excellence Monsieur le Président, c'est pour demander des prières. Mais nous sommes heureux que ce ne soit pas pour des questions qui coincent où on grince les dents, mais que c'est pour l'épanouissement d'une commune. Alors j'ai été très heureux de l'écouter et de lui faire les suggestions, qui sont les suggestions de quelqu'un qui travaille avec la base de la population, les plus pauvres, les plus simples, aussi bien qu'avec les autres. Et donc, Monsieur le Président m'a écouté, j'en suis très heureux. Avant le clergé catholique de Yopougon et les responsables de l'église protestante baptiste Œuvre Mission Internationale, la délégation conduite par Adama Bictogo a visité le président du COSIM de Yopougon. On se rend maintenant à Jacquesville, où la localité de Ndiem bénéficie désormais d'une mosquée. L'édifice religieux, un don du maire Joachim Begré, a été inauguré vendredi dernier. Un reportage d'Amidia Rassouba et Issa Tchonayo. C'est par la lecture du Saint-Coran que population, guides religieux, chefs coutumiers
autorités administratives ont assisté à l'inauguration et à la remise des clés de la grande mosquée de Ndiemo à Jacquesville. C'est un don du maire de la commune, Joachim Begré. C'est un sentiment de joie, de bonheur, mais surtout de gratitude envers monsieur le maire de Jacquesville, qui certes n'est pas musulman, mais a pensé à la communauté musulmane de tout le département de Jacquesville. La personne qui a pris l'initiative d'offrir cette mosquée à la communauté, certes c'est un homme de foi, mais il n'est pas musulman. Cela démontre la cohésion, la fraternité vraie que nous cherchons en Côte d'Ivoire, à savoir la tolérance dans tous les sens. Pour le maire Joachim Begré, ce don vient confirmer le vivre ensemble et la cohésion sociale dans sa ville. Tous les jours, nous prions pour qu'il y ait la paix à Jacquesville. Donc ce geste est un geste qui démontre la cohésion qu'il y a entre les fils et les filles de Jacquesville, et au-delà de leurs différences ethniques et religieuses. Bâti sur une superficie de 7,23 mètres carrés, avec une capacité de 1450 places assises, cette mosquée va permettre aux fidèles musulmans de Jacquesville de prier Allah en toute quiétude. Et on ouvre la lucarne sanitaire de ce journal avec le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 4 décembre un nouveau cas de Covid-19 sur 496 échantillons prélevés, soit 0,2% de cas positifs, 1 guéri et 0 décès. À la date du 4 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 87 888 cas confirmés, dont 87 051 personnes guéries, 830 décès et 7 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 655 352. Le 3 décembre, 7 096 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 21 939 684 doses du 1er mars 2021 au 3 décembre 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le village de Kokankro, à 7 km au sud de Boaké, vit un drame. 5 de ses enfants âgés de 4 à 6 ans sont décédés des suites d'un malaise. 15 autres sont internés au CHU et dans certaines structures sanitaires privées. Des recherches sont en cours pour connaître les causes exactes de ce drame. Un reportage de Kader Sogodogo. 5 enfants de 4 à 6 ans décédés. Une quinzaine d'autres à l'hôpital. Kankro, à 7 km de Boaké, en route pour Abidjan, vit un drame. C'est décourageant ce qui s'est passé au village. On a vu que les enfants souffraient. D'un mot de ventre, ils toussaient, tout ça les vomissait. Il fallait les envoyer à l'hôpital. On a envoyé le premier cas, on l'a envoyé à l'hôpital. Bon, les gens nous ont reçus. On est revenu, ça n'a pas marché. L'enfant est décédé dans notre main. Après ça, il y a eu plusieurs cas encore. Actuellement, les deux sont encore à l'hôpital. Et on a eu juste 5 décès. Le député Bema Fofana, adjoint au maire de Boaké, dépêché par le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi et le maire de la commune, Djibo Youssouf Nicolas, est au CHU, au chevet des enfants malades. Le directeur général du CHU rassure quant aux efforts fournis pour stopper le drame et en connaître les causes exactes. Des examens sont en cours pour déterminer ce à quoi le mal est dû. Et puis après, on pourra faire un point pour rendre compte de ce qui s'est passé. Les enfants malades bénéficient de soins gratuits. Vraiment, c'est une tristesse. Perdre 5 enfants ce matin à Boaké, c'est encore vraiment désolant. Et présenter au nom du maire et au nom du ministre-gouverneur et au nom de tous les cadres de la région du Boaké, nos condoléances aux différentes familles et leur dire que nous serons à leur côté. À Kokankro, autorités politiques et sanitaires se sont entretenues avec la communauté villageoise pour être au même niveau d'information. Un soutien financier
du ministre-gouverneur a été remis au village. On regarde maintenant le 7 sur 7, le tour de l'actualité internationale dans le monde, une sélection de Sidonie Davila. Au moins 4 personnes ont été tuées au cours d'un siège d'un hôtel de Mogadiscio. Occupé par les combattants djihadistes Shebab, cette nouvelle attaque intervient alors que le président somalien élu en mai a décidé d'engager depuis 3 mois une guerre totale contre les Shebab. Visite d'État du président français Emmanuel Macron aux États-Unis, la toute première de l'administration Biden. Se veut pour Paris l'occasion d'afficher l'excellence des relations franco-américaines, mais aussi d'aborder les sujets qui dérangent. Des combats à l'arme lourde ont repris dans l'est de la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, après 5 jours d'une trêve consécutive aux décisions du sommet de Luanda du 23 novembre. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a confirmé jeudi une tentative de putsch contre le régime. Il a rencontré plusieurs organisations de la société civile à Ouagadougou pour faire le point sur les actions à venir dans le cadre de la lutte antiterroriste et solliciter leur soutien dans la veille citoyenne. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa est sur la sellette, soupçonné d'avoir voulu cacher au fisc et à la police une grosse somme d'argent en liquide retrouvée dans l'une de ses demeures suite à un cambriolage. Les Pygmées, peuple victime de stigmatisation, bénéficient désormais d'une protection en République démocratique du Congo. Après 14 années de plaidoyer au niveau national et international, une loi consacrant la discrimination positive en faveur des Pygmées vient d'être promulguée par le président congolais Félix Tshisekedi. Près de 3 mois après le début du mouvement de contestation suite à la mort de Masha Amini en septembre dernier, cette jeune Kurde iranienne, lors de sa détention par la police des mœurs, le procureur général iranien annonce la disparition de cette police. Ainsi va le monde. Grand merci à vous d'avoir suivi ce 23h. Demain, de nouvelles infos nationales et internationales, toujours sur RTI. Bonsoir.